Bonsoir tout le monde. C'est incroyable ce que le temps passe vite. En venant là sur le chemin, j'ai vu qu'il y avait plein de feuilles mortes partout et tout d'un coup j'ai réalisé, mais en fait on est déjà au cœur de l'automne. Et moi j'ai même pas vu l'été qui était passé. Vous vous rendez compte, dans quelques jours ça va être la Toussaint et dans quelques semaines ça sera Noël. En fait, même si ça arrive à toute allure, il y en a qui sont toujours hyper impatients de voir arriver Noël. C'est qui? C'est les enfants bien sûr. Est-ce que vous avez remarqué, dans les jours qui précèdent Noël, ils vous demandent au moins 20 fois par jour. C'est quand Noël? Quand est-ce qu'il va venir le Père Noël? Et en fait, ce n'est pas facile de leur donner une idée du temps qui va rester à passer jusqu'à Noël. On peut leur dire par exemple le nombre de jours qu'il y a passé, mais en fait, ce n'est pas du tout concret pour un enfant. Et en fait, moi un jour, j'ai entendu des parents qui répondaient à leurs enfants, « Eh bien, avant que le Père Noël arrive, il va falloir que tu fasses 15 dodos. » Ben, les dodos, ça, moi, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Parce que les dodos, là, pour le coup, c'est très concret pour un enfant. Et en fin de compte, c'est plus facile pour lui d'estimer le temps par une action qui est rituelle, rythmique, qui d'une certaine façon, cadence un petit peu notre temps. Et finalement, compter les dodos, ça revient à compter le nombre de jours, parce qu'on dort une fois par jour. Et oui, notre sommeil, c'est un rythme sur 24 heures. Et ça n'est pas la seule action que nous fassions de manière rythmique sur 24 heures. Il y a par exemple la prise de nos repas, bien sûr si on le fait à heures plus ou moins régulières. Et tout ça, toutes ces actions que nous faisons de manière rythmique sur 24 heures, on en a tout à fait conscience. Par contre, en fait, il y a au contraire des choses dont nous n'avons pas conscience, et peut-être d'ailleurs que vous ignorez. C'est qu'il y a une multitude de choses qui sont rythmiques sur 24 heures à l'intérieur de notre corps. Alors j'ai pris quelques exemples. Vous voyez sans doute sur le graphe tout en haut la température de votre corps. Et bien, la température de votre corps, ce n'est pas quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui rythme sur 24 heures et qui va chuter pendant la nuit. Vous voyez au milieu, c'est en fait votre tension artérielle. Eh bien, c'est pareil pour votre tension artérielle. Ce n'est pas quelque chose de constant, ça rythme sur 24 heures et là encore, il y a une chute pendant la nuit. Mais tous les rythmes ne vont pas avoir une chute pendant la nuit. Il y a des rythmes qui, au contraire, vont avoir un profil inversé. Et c'est pour ça que je vous ai mis un troisième exemple, tout en bas de la diapo, qui est le nombre de globules blancs qui circulent dans votre sang. Ben là, vous voyez aussi, ce n'est pas quelque chose de constant. Là aussi, ça varie sur 24 heures, mais là, par contre, vous avez une augmentation pendant la nuit. En fait, honnêtement, il y a tellement de choses qui sont rythmiques dans votre corps sur 24 heures que j'aurais presque du mal à vous trouver des exemples de choses qui ne rythment pas. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi 24 heures? Eh bien moi, en fait, quand je pense 24 heures, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'était une série télévisée, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça s'appelait 24 heures chrono. Et il y avait un héros qui s'appelait Jacques Bauer, et c'était incroyable le nombre de choses qu'il devait faire en 24 heures. Il devait déjouer des attentats, il devait démasquer des taupes, il devait se débarrasser d'espions, qui bien sûr, comme par hasard, étaient toujours ou russes ou chinois. En fait, il avait tellement de choses à faire, ce gars-là, que finalement, 24 heures, je ne sais pas si ça lui suffisait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lui, il ne faisait jamais de dodo. Bon, mais là, je m'égare complètement, parce que bien sûr, 24 heures, ça n'a rien à voir avec Jacques Bauer. 24 heures, c'est le temps que met la Terre pour tourner sur elle-même. Et faire qu'en fait, nous sommes alternativement soumis à une période de lumière, lorsqu'il y a le soleil, donc à un jour, et puis à une période d'obscurité, lorsque vient la nuit. Parce que ce qui est déterminant dans ces 24 heures, c'est bien cette alternance de jour et de nuit. D'ailleurs, au passage, est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Une période de 24 heures qui associe un jour et une nuit. Alors, c'est un mot qui vient du grec, qui est un peu compliqué, mais phonétiquement, c'est très proche du nom d'un groupe de rap ou bien d'une insulte qui n'est pas très jolie. Vous commencez à voir de quoi je parle? Eh bien, en fait, une période donc, de 24 heures qui associe un jour et une nuit, c'est un nyctémère. Vous avez compris le groupe de rap, l'insulte? Eh bien, en réalité, c'est bien pour s'adapter à ce nyctémère qu'à l'origine, nous avons développé ces rythmes de 24 heures. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls sur cette Terre à avoir des rythmes de 24 heures, puisque tout ce qui vit sur cette Terre a des rythmes de 24 heures. Tous les animaux, tous les végétaux, même les bactéries sur la Terre ont des rythmes de 24 heures. Et ces rythmes, ils sont absolument essentiels à la survie, non seulement celle de l'individu, mais celle de l'espèce aussi.
Alors bien sûr, aujourd'hui, l'homme il ne vit plus sur un rythme de 24 heures naturel, donc le cycle solaire journalier, mais il vit sur un nictémère artificiel, parce qu'en fait, il s'est fixé un nictémère qui va correspondre à une alternance de lumière artificielle et d'obscurité. Et c'est ça qui est important pour nos rythmes, c'est cette alternance de lumière et d'obscurité. Alors j'anticipe tout de suite certainement ce que vous êtes en train de vous dire. Finalement, si on pouvait se soustraire à la fois du nictémère naturel et d'un nictémère artificiel, du coup on n'aurait plus de rythme. Eh bien pas du tout. Nous aurions toujours des rythmes parce que ces rythmes ils sont générés par une espèce d'horloge que nous avons à l'intérieur de nous. Vous savez, c'est cette horloge biologique. On en parle systématiquement chaque fois qu'on fait les changements d'heure. Vous allez voir, dans 15 jours, il va être question de cette horloge. Et c'est cette horloge qui crée en fait des rythmes de 24 heures. Mais attention, cette horloge, elle n'est pas aussi précise que le cycle solaire journalier. Elle n'est pas exactement de 24 heures. Et c'est pour ça que vous entendez parler de l'horloge circadienne, des rythmes circadiens, c'est-à-dire autour du jour d'à peu près 24 heures. Alors comment en fait est-ce qu'on sait qu'on a des horloges, que les êtres vivants ont des horloges en eux? Eh bien en fait, la première personne qui a montré ça, ça ne remonte pas hier, puis c'était au XVIIIe siècle. C'était un scientifique qui s'appelait Jean-Jacques d'Orthous de Méran. Et ce scientifique, il avait observé chez une plante, qui est en fait une variété de mimosa, que la plante, elle fermait ses feuilles chaque fois qu'arrivait la nuit. Eh bien, il a eu l'idée en fait d'enfermer la plante dans une pièce qui est complètement obscure, et il s'est rendu compte que la plante, elle continuait de manière rythmique à ouvrir et fermer ses feuilles. Donc c'était pour la première fois la démonstration qu'il y a bien une horloge chez une espèce vivante. Alors bien sûr, pour faire la même chose chez l'homme, c'est plus compliqué. Il va falloir enfermer l'homme dans le noir, et ça, c'est pas simple. Et c'est sans doute pour ça qu'on a attendu le milieu du XXe pour réaliser ce type d'expérience. Et ces expériences-là, on les appelle des expériences hors du temps. Et c'est un monsieur, un spéléologue du nom de Michel Siffre, qui a accepté, donc le premier, de se prêter à ce type d'expérience. Et il a accepté de passer 60 jours à 130 mètres de profondeur. Donc complètement déconnecté donc, de la surface et de toute notion de temps. Et bien sûr, il avait pris la précaution d'enlever sa montre lorsqu'il est descendu dans son trou. Et qu'est-ce qu'il faisait en fin de compte, Michel Siffre, au fond de son trou? Eh bien, il mangeait lorsqu'il avait faim et il dormait lorsqu'il était fatigué. Et rappelez-vous, comme les enfants, il comptait les dodos qu'il faisait. Et ce dont on s'est rendu compte, eh bien, c'est que les dodos de Siffre, ils revenaient de manière rythmique. Donc le sommeil de Siffre était bien rythmique. Mais par contre, en comptant ses dodos, il a eu beaucoup de mal à évaluer le temps réel qui se passait en surface. Et en fait, quand au bout de 60 jours, on lui a dit « ça y est, tu peux remonter, c'est passé, c'est fini », et bien lui, il avait compté beaucoup moins de dodos. Donc en somme, les rythmes de Siffre continuaient à s'exprimer sans aucun repère temporel, mais petit à petit, ils se décalaient du temps réel. Alors pourquoi ils se décalaient du temps réel? Eh bien, je vous l'ai dit, parce que l'horloge biologique, elle n'est pas exactement de 24 heures. Alors en fait, on a donc une horloge biologique, mais comment ça marche cette horloge biologique? J'imagine que pour les gens, lorsqu'on parle de cette horloge biologique, ils ont l'impression qu'on parle d'un organe, d'un tissu, ou bien d'une région de notre corps. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacune des cellules de notre corps possède un mécanisme d'horloge. Et ce mécanisme, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il est assez semblable entre toutes les espèces. Il est peu différent entre un champignon, une algue ou bien chez l'homme. Et ce mécanisme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, il met en jeu des gènes qui sont spécifiques de ce mécanisme et que de manière pas du tout originale, les scientifiques ont appelé des gènes horloges. Et ces gènes horloges, ils ont la particularité de fonctionner en boucle. Et c'est ça, en fait, qui va former le rythme à l'intérieur de la cellule. Alors, pour mieux que vous compreniez, on va imaginer que ces gènes horloges, ils participent à une espèce de course de relais à l'intérieur de la cellule. Donc, le départ de la course, ça se fait dans le noyau de la cellule. Les gènes horloges, ils vont donner naissance à des ARN qui vont devoir traverser le noyau, franchir la membrane qui sépare du cytoplasme, et lorsqu'ils vont arriver dans le cytoplasme, ils vont bien sûr donner naissance à des protéines et des protéines horloges. Mais ces protéines horloges, elles vont devoir, elles, faire le chemin en sens inverse et revenir au point de départ de la course. Et là, elles vont stopper leurs propres ARN. Et puis, au bout d'un certain temps, dans le noyau, les protéines, elles vont finir par mourir, par être dégradées,
Et du coup, de nouveaux ARN vont pouvoir prendre le départ et un nouveau cycle va ainsi se former. Et c'est comme ça que se forme le rythme à l'intérieur de la cellule. Alors vous pouvez voir en image ce qui se passe exactement. Vous voyez donc le trajet des ARN, la protéine qui revient au noyau, qui empêche donc les ARN, puis qui est dégradée, et donc une reprise du cycle. C'est comme ça que se forme un rythme à l'intérieur de la cellule. Maintenant, ce rythme, il faut qu'il ait une durée d'environ 24 heures. Donc il faut que l'ensemble de cette course qu'on a imaginée, elle prenne environ 24 heures. Et bien pour ça, en fait, il va y avoir tout un certain nombre de coéquipiers des gènes horloges qui vont en fait soit aider les coureurs, soit au contraire leur mettre des obstacles. Mais en réalité, qu'ils accélèrent, qu'ils ralentissent la course, la façon d'agir de ces coéquipiers, ça sera toujours de contrôler la durée que vont passer les protéines dans les différents espaces de la cellule. Et vous voyez qu'au final, c'est par un contrôle donc de la localisation dans l'espace que va se faire le contrôle du temps. Et cette notion d'espace-temps dans le fonctionnement de notre horloge biologique, elle est vraiment essentielle. Nous, par exemple, au laboratoire, dans notre équipe de recherche, on a montré que l'horloge, non seulement donc elle contrôle la localisation des protéines dans les espaces de la cellule, mais elle peut le faire aussi sur les ARN. Alors en fait, je m'explique, il existe dans le noyau des cellules de minuscules particules qui ont été appelées d'un nom un peu barbare paraspécules, parce qu'en fait, ça ressemble à des espèces de petites mouches. Et en fait, on va le voir sur la diapo, il faut imaginer ces paraspécules comme des espèces de petits aimants qui sont capables de retenir les ARN à l'intérieur du noyau des cellules. Eh bien, ce que nous avons montré, et on le voit sur la diapo qui suit, c'est qu'en fait, ces paraspécules, donc ces petits aimants, leur nombre varie sur 24 heures à l'intérieur du noyau des cellules. Je vous l'ai dit, tout rythme à l'intérieur des cellules. Et lorsque ces petits aimants ne sont plus en nombre suffisant, eh bien, les ARN vont pouvoir se libérer et passer dans le cytoplasme. Et vous voyez donc que l'horloge, en contrôlant donc la localisation des ARN dans les différents espaces de la cellule, va pouvoir en fait faire rythmer ces ARN. Donc, on a vu comment le rythme se forme, comment la durée de ce rythme peut être fixée, mais il faut bien à un moment donné que toutes les courses qui se courent dans toutes les cellules d'un même organe, elles soient synchronisées, elles démarrent en même temps. Donc il faut bien qu'il y ait un starter de la course. Et où est-ce qu'on va trouver ce starter? Eh bien ce starter, on va le trouver dans le cerveau. Et plus précisément dans une sous-région du cerveau, qui est l'hypothalamus, et de manière encore plus précise dans une sous-région de cet hypothalamus qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. C'est lui le starter de toutes les courses qui se jouent dans toutes les cellules de notre corps. Et c'est pour ça qu'on considère cette structure comme la pièce maîtresse de notre horloge biologique. Et cette structure, non seulement elle va pouvoir donner le start à toutes les courses qui se courent dans toutes les cellules, mais en plus, parce qu'en fait, elle a une connexion directe avec les yeux, ce start, elle va être capable de le synchroniser sur le nictémère naturel ou artificiel sur lequel vit l'individu. Bon, je l'ai déjà dit, je crois, l'homme ne vit plus sur le nictémère naturel, mais il vit sur un nictémère artificiel qu'il s'est fixé. Cela dit, il y a quand même des individus qui sont en décalage par rapport à ce nictémère. Et il y a même des gens qui vivent sur un rythme inversé par rapport à ce nictémère que nous nous sommes fixés. Et c'est le cas, par exemple, des travailleurs de nuit. Mais du coup, quand on travaille de nuit, quand on fait, par exemple, du travail posté, vous savez, c'est les fameux 3-8, ou bien lorsqu'on traverse fréquemment des fuseaux horaires, comme le personnel navigant, bien sûr, on va perturber l'horloge. Et ça ne va pas être sans conséquence sur la santé. On sait que lorsqu'on perturbe trop notre horloge, eh bien, on s'expose davantage à des maladies, en particulier l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais également le cancer. Alors cette horloge, bien sûr, elle nous joue des tas de tours lorsqu'on la perturbe trop, et d'ailleurs, je pense que tout le monde l'a expérimenté un jour, quand on se retrouve dans une situation, par exemple, de décalage horaire, lorsqu'on a effectué un vol transméridien. Mais cette horloge, elle peut aussi nous aider considérablement et nous être très utile, par exemple pour améliorer nos traitements médicaux. Et oui, parce qu'en fait, cette horloge, elle va faire varier sur 24 heures notre sensibilité aux médicaments. Et du coup, si le médicament, on le donne au bon moment, eh bien, on va augmenter son efficacité et on va réduire ses effets secondaires. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la chronothérapie, qui est donc d'utiliser l'horloge pour optimiser nos traitements médicaux.
Ben, si je regarde le temps, je crois que je suis arrivée au bout de mon temps. Et en fait, bon, je crois que je n'ai pas fait tout ce qu'aurait pu faire Jacques Bauer dans le même temps, ça c'est sûr. Mais ce que j'espère au moins, c'est être arrivée au bout de la mission que j'avais, moi, en tout cas celle qui me tenait à cœur, celle de vous expliquer combien cette horloge biologique est importante, non seulement pour votre physiologie, mais également pour votre santé, et combien il est important, en fait, de la faire vivre en bonne harmonie avec les rythmes de notre planète. Et les rythmes de notre planète, bien sûr, le rythme du jour et de la nuit, mais aussi le rythme des saisons. Mais je crois qu'on a encore beaucoup de travail et que le chemin va être très long. Parce qu'en fait, on a toujours une manie à vouloir anticiper le temps, anticiper les saisons, et c'est souvent pour des raisons qui sont purement commerciales. Et d'ailleurs, si je voulais l'illustrer, je vous dirais que regardez, on est début octobre et on voit déjà des jouets dans les rayons des grands magasins. Et ça, d'un coup, je me dis, ah ben oui, la question des enfants, elle va revenir très rapidement, vous savez, la rituelle question. Mais finalement, Noël, c'est encore tellement long que je ne suis pas du tout certaine qu'ils vont être capables de compter tous ces dodos qu'il leur reste à faire. Je vous remercie.